puis après au CNRS, où là, j'ai travaillé dans un institut de chimie des substances naturelles, à Gif-sur-Yvette, donc dans le sud de Paris. Et institut qui a donc découvert 2 médicaments majeurs contre le cancer, dont celui extrait de l'IF, qui s'appelle le Taxotere, qu'on trouve dans toutes les chimiothérapies mondiales à l'heure actuelle. On en fait même des nanos, vous voyez jusqu'à où on va. Je m'excuse pour ceux qui ont des souvenirs de la chimie très lointaines. Je vais rester quand même pratiquement sans formule. Donc vous voyez, il n'y aura pas de problème. En gros, c'est historique. On distingue des produits qui sont des produits issus du monde minéral. Hein. C'était l'homme, la première chose qu'il a vue, c'était ce qu'il était à ses pieds. Ça s'appelle donc des produits minéraux. Et puis, surtout, à partir du moment que les philosophes grecs se sont intéressés un petit peu à qu'est-ce que c'est que la vie, etc., ils ont pensé que les organismes vivants, c'était pas tout à fait la même chose que le monde minéral. Et donc, ils ont appelé ça des composés organiques. Ça venait du monde vivant. Sauf que le monde vivant est fait à peu près, pour l'homme par exemple, à 75% d'eau. Ce qui est très important. Parce que là, quand on verra comment agissent ces métaux lourds, toute la chimie de la vie se passe dans l'eau. C'est extrêmement important. Même dans le cerveau, au niveau de l'ADN, il faut toujours des enzymes. Il y a une enzyme qui fonctionne avec une molécule d'eau, vous les retirez, elle ne marche plus. Donc on est dans un monde de l'oxygène, du dioxygène et de l'eau. Donc c'est un élément essentiel. Ce n'est pas l'élément le plus abondant, bien sûr, sur Terre, mais il est absolument essentiel pour la vie. Sauf, bien sûr, pour tous ceux qui sont anaérobies. Hein. Ça, c'est évident. Il y a aussi, bien entendu, lorsqu'on a comme ça 2 grands groupes, on marie les deux, hein, on fait des liaisons solides, en général, pas tout le temps, mais c'est mieux que ça soit solide quand même. Et ça s'appelle des composés organo-minéraux. Et ça va nous intéresser au plus haut point, parce que dans ce qu'on appelle là, ces métaux lourds, eh bien, il y a des variétés du mercure. Et c'est ce qu'on trouvera, par exemple, majoritairement dans les poissons gras carnassiers, les gros poissons gras carnassiers, comme par exemple les thons rouges. Pour vous tranquilliser, il y en a beaucoup moins dans le thon blanc. Donc, ne mangez pas tous les jours du thon rouge, parce que là, votre charge en mercure va devenir très importante, parce que à travers le monde, vous ne trouverez pas du thon frais qui a moins de 2 mg kilo de poids frais. J'ai parlé de milligrammes. Et alors vous allez me dire, oh, mais ça c'est quand même aberrant, il n'y a pas d'industrie chimique, comment ça se fait? Oui, mais à travers le monde, même si vous pêchez par exemple ces gros poissons au large de l'Islande, eh ben, qu'est-ce qu'il y a au large de l'Islande? Surtout dans la mer, eh ben, il y a des volcans. Et ça crache des tonnes et des tonnes de mercure. Et donc, malheureusement, à travers le monde, tous les thons, ils sont peut-être bons, mais ils sont chargés de mercure. Voilà. Donc, je vais pas allez-y. Voilà. Alors, simplement, pour vous montrer, sur ce tableau qui avait été fait par un chimiste russe génial, qui s'appelait Mendeleïev, il avait groupé tous les produits par ordre de poids atomique, puisque ce sont des atomes croissants. Ça allait du plus léger là-haut, qui est l'hydrogène, qui par convention on avait dit C1, et puis il avait abouti à l'époque à l'uranium. Et puis après, bon, on en a trouvé d'autres. Dans ce tableau, les métaux, vous voyez, c'est tout ce qui est vers la gauche. Et ça débute là, vers le bas, là, le plus petit, là, c'est le bismuth, BI. Et puis ça remonte et ça va là-haut à l'aluminium. Donc tout ça, ce sont des métaux. Il y en a qui sont très bons pour l'organisme, c'est la ligne du haut. Hein, on appelait ça la famille du fer.
c'est fer, nickel, chrome, tout ça. C'est indispensable à la vie en petite dose. Mais dès que vous augmentez la dose, ça peut devenir très toxique. Donc, ces métaux de transition, ils sont bien, mais il ne faut pas en abuser. Par contre, ceux qui sont rouges, là, vous voyez, hein, qui va de l'or jusqu'au bismuth, là, c'est ça qu'on range dans ce qu'on appelait autrefois des métaux lourds, parce qu'on disait que c'était les biologistes qui avaient découvert ça, que ces métaux, lorsque ils étaient solubles dans l'eau, hein, leur sel était soluble dans l'eau, et qu'on mettait dans de l'eau une protéine soluble, par exemple la caséine qui venait du lait ou l'albumine, eh bien, lorsqu'on mettait ces sels, ça faisait des gros précipités. Et les biologistes, les premiers biologistes ont dit « Ah, ça c'est des métaux lourds ». Vous voyez un peu où ça va ? Et du coup, on a continué à les appeler les métaux lourds, mais vous voyez, il y en a un qui a marqué CD, là, qui nous donne des grands soucis, le reste c'est le cadmium. Eh bien, il est juste au-dessus du zinc, et je peux vous dire qu'il n'est pas très lourd. Et dans les métaux lourds, on met par exemple, sans aucun scrupule, l'aluminium. On met aussi même des éléments qui ne sont même pas lourds, vous voyez, comme, je ne sais pas moi, le sélénium par exemple, voilà. Donc c'est n'importe quoi. Alors, j'ai proposé à l'Académie des sciences, une époque où j'étais bien vu par l'Académie des sciences, ça n'a pas duré, hein. Je leur ai dit d'appeler ça, puisque ce sont des métaux qu'on trouve à l'état de très faibles traces, donc des métaux traces, et qui ont un seul rôle, c'est de nous casser les pieds. Ils sont toxiques. Donc il faut appeler ça des métaux traces toxiques. Et si vous voulez à tout prix mettre le sélénium, etc., ou les halogènes, la fluorocarbone, vous avez qu'à appeler ça éléments traces toxiques, parce que ce sont des éléments chimiques. Mais bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal, lorsqu'on n'est pas dans une discipline, de faire respecter le langage de l'autre discipline. De ces trois, il y en a trois qui sont importants, qui sont, vous voyez, le cadmium, CD, Ag, c'est mercure, parce que les Grecs, quand ils voyaient, ils ne savaient pas que c'était un métal, bien entendu, mais ils voyaient ce liquide très lourd qui brillait, ils disaient, oh là là, ça brille plus que l'argent. Ils ont appelé ça vif argent, hydrarginium, Ag. Il y en a un autre qui est totalement inconnu, qu'on a utilisé beaucoup comme raticide, puis qu'on a supprimé, parce qu'il y a des gens qui croyaient qu'il y avait des rats dans leur famille, donc on a supprimé celui-là, c'est le thallium. Et puis, il y a le plomb. Alors le plomb, tout le monde a entendu parler, hein, ça a commencé par les peintures, hein, le blanc de plomb, la céruse, qui continue malheureusement à faire encore des dégâts, même en France. Hein, vous avez, pas loin d'ici, dans Saint-Denis, ou dans le Nord, des bâtiments insalubres, où il y a de la peinture donc, faite au blanc de plomb, et les enfants, ils adorent ces petites écailles, parce que ça a une saveur douceâtre. Alors, ça s'appelle le pica, et ça fait même des morts encore à l'heure actuelle, chez les enfants, hein, déshérités. Voilà, donc je vous parlerai uniquement là du mercure, pour vous montrer tout ce que je raconte sur le mercure, vous pouvez l'appliquer aux deux autres, là au plomb et au cadmium, et aux autres aussi, hein, mais bon, quelques-uns sont très peu réactifs, par exemple l'or. Hein. Si vous avez de l'argent, vous pouvez remplacer vos amalgames au mercure par de l'or. Hein. Mais celui-là, il est très très peu réactif, parce qu'il est chimiquement très peu réactif. On y va, là, on va en passer plein. Allez-y, allez-y. On va passer. Ah, stop. Alors, tu peux revenir en arrière un petit peu. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces métaux traces toxiques? Eh bien, comme je vous l'ai dit, ils se retrouvent dans l'environnement, que ce soit du reste dans le sol, ils sont même à l'état de mine,
On trouve par exemple dans le sud de l'Espagne des lacs et des rivières à base de mercure élémentaire. Bon, le plus souvent, ils sont plutôt à l'état de sulfure et tout ça, on appelle ça des pyrites, hein, tout le monde a entendu parler de ça. Eh bien, ils sont dans l'environnement, on va les retrouver aussi en faible quantité dans l'eau et assez souvent à l'état de traces dans l'air, au-dessus par exemple des usines chimiques. Donc ça a des faibles concentrations, et alors une de leurs caractéristiques de ces métaux, qu'on ne retrouve pas par exemple avec les métaux de la famille du fer, c'est qu'ils sont bioaccumulables, c'est-à-dire que tout ce que vous mangez, une majorité, vous allez le garder dans votre organisme. Alors, si effectivement vous mangez du thon tous les jours, eh bien, au bout d'un certain temps, quand vous remuez la tête, ça fait gling-gling, hein, parce que le mercure, il est arrivé au cerveau, à l'état de mercure métal. Hein, donc, vous voyez, hein, c'est pas terrible. Le plomb, bah, tout le monde sait ce que ça donne. Voilà. La deuxième propriété, c'est qu'ils ont, comme la majorité des produits chimiques, pas tous, mais la majorité des produits, ils ont ce qu'on appelle une réactivité chimique. C'est-à-dire que même quand ils sont eux-mêmes dans certaines circonstances, ils peuvent s'associer. Hein, c'est ce qu'on appelle des monomères, ça donne des polymères. Et il n'y a pas que des polymères organiques, hein, comme le nylon, etc. Il y a aussi des minéraux. La silice, par exemple, qui fait beaucoup de dégâts quand elle est cristallisée, c'est un polymère. Eh bien, ces métaux lourds ont en fait une réactivité relativement faible. Mais par contre, ils ont des propriétés de surface qui est très intéressante et qui leur permet, par exemple, de déclencher ce qu'on a beaucoup parlé là, cet après-midi, du stress oxydatif. Moi, j'appelle ça agression oxydante, mais bon, c'est le stress oxydatif. Ils sont relativement peu réactifs, en fait, du point de vue chimique. Mais ils ont une sélectivité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une grande affinité pour tout ce qui est des fonctions chimiques qui sont du soufre à l'état réduit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, du soufre à l'état réduit? Ça veut dire qu'il n'est pas oxydé, déjà. Et donc, vous mettez de côté les sulfates, par exemple. Et ces formes réduites du soufre, vous le trouvez par exemple dans un toxique redoutable hein, qui s'appelle, qu'on appelait autrefois hydrogène sulfuré, on appelle maintenant sulfure de dihydrogène, on change. Et tout le monde appelle ça H2S ou SH2 selon ses goûts. Et ce H2S, en fait, il est plus toxique que le monoxyde de carbone. Hein. À un moment donné, on s'est intéressé, vous savez, à la mort du petit cheval, là, en Bretagne. Eh bien, cet animal qui était tombé là, dans des algues fermentées, il a mis moins de 1 minute pour mourir. Moins de 1 minute. C'est 500 kilos, un cheval. Hein. Donc, ça vous montre, hein, méfiez-vous de cet hydrogène sulfureux, hein, qu'on va retrouver dans des déchetteries, des trucs comme ça. Donc, c'est cette forme de soufre qui, en fait, dans les produits organiques, va apparaître dans une grande famille de produits qui ont en général des poids moléculaires élevés, qu'on appelle les protéines. Et ces protéines contiennent ces petites unités là qu'on a vues tout à l'heure, qui s'appellent les acides aminés. Et il y a un acide aminé qui contient du soufre, sous forme donc de ces fonctions. Et ces fonctions, on les appelle ça maintenant des fonctions thiol. Autrefois, thio, soufre. Autrefois, on appelait ça mercaptan. Je capte le mercure. Vous voyez, l'historique est très très intéressant. Donc, depuis très longtemps, on sait que ça a une très grande affinité pour le mercure. Eh bien, cet acide aminé s'appelle la cystéine. Et tout à l'heure, Béatrice a parlé je pense que c'est Béatrice, de l'acétylcystéine, qui est un hépatoprotecteur très intéressant en cas d'intoxication, par exemple, avec du paracétamol. Vous savez, il faut se méfier un peu hein, du paracétamol. Pas trop, quand même. Hein. Sans ça, le foie, il n'aime pas. Et si vous avez un foie résistant, c'est les reins qui y passent. Donc, faites très attention, quand même. Hein. La dose fait le poison, hein, avec du Paracels. Donc, ces fonctions thiol sont bloqués par ces métaux traces toxiques. Et ils ne peuvent plus faire leur boulot. Alors, une protéine qui, par exemple,
sert à catalyser les réactions, c'est-à-dire augmenter la vitesse, hein, ce qu'on appelle des enzymes, eh bien vous allez bloquer ces enzymes. Or, les enzymes, c'est absolument indispensable à la vie. Hein, si vos enzymes ne fonctionnent plus, là, vous êtes cuit, hein, plus vite que H2S même. Si par exemple ce sont des protéines qui servent à l'architecture, au squelette, alors comme c'est dans les cellules, on appelle ça cytosquelette, et comme dans les charpentes, hein, il y a des grandes, en Chine par exemple, ils utilisent des bambous, et puis ils lient avec des liens de bambou là, pour faire des immeubles, hein, ça, autrefois, je ne sais pas s'ils font toujours, mais c'est pareil. Ces tubes dans les cellules, là, ces protéines s'appellent la tubuline. Et donc, elles s'associent et donnent des microtubules. Et il y a des fonctions, donc, thiols, qui sont indispensables à cet assemblage. Si vous bloquez ces fonctions, eh bien, l'assemblage s'écroule, c'est comme ici, si tout s'écroule, eh bien, on est mal. Hein. Ben, la cellule, c'est pareil. Elle fait ce qu'on appelle la nécrose, c'est-à-dire une mort cellulaire normale, au contraire de mort programmée. Ce que peuvent augmenter aussi ces métaux traces toxiques. Hein. Ils sont tellement vicieux, ils sont capables d'augmenter la mort cellulaire. Voilà, et puis, etc., etc. Le dernier point qui est très important, c'est que je vous ai dit que les organismes vivants sont faits d'une majorité d'eau, avec un peu de sel, quelques trucs comme ça. Et bien entendu, pour faire la structure, il nous faut des entités, des molécules en général, qui sont plus grosses. Et c'est des molécules organiques, dont les protéines, dont des graisses, des sucres polymérisés, etc. Eh bien, toutes ces macromolécules, puisqu'elles sont grosses, on appelle ça macromolécules, elles sont extrêmement fragiles en fait, et il ne faut pas trop les contrarier. Et ces métaux, traces toxiques, eh bien, ils ont vraiment, comme ils ont beaucoup d'affinité pour ces protéines soufrées, ils vont essayer partout dans l'organisme d'essayer de les détruire. Et donc, déjà d'emblée, simplement en regardant ça, on s'aperçoit que ça a un rôle néfaste, terrible. Partout où ils seront, ils vont essayer de faire du mal. Donc, il faut garder cette idée-là. Et il n'y a aucun effet bénéfique. Au contraire, comme je vous ai dit, de la famille du fer, qu'on appelle donc des métaux de transition, fer, manganèse, cobalt, tout ça, ils sont indispensables à la vie, et ils sont bénéfiques. Quelquefois, il en faut des traces. Par exemple, il y a un métal qu'on s'intéresse beaucoup en ce moment, qui est le cobalt. Ce cobalt, qui est donc très proche du fer, il rentre dans la constitution d'une vitamine. C'est la seule du reste qui contient des métaux, qui a une couleur magnifique, parce que ces sels sont en général rouges, pas toujours, mais ils sont roses. C'est le cobalt, donc c'est la cobalamine, que tout le monde appelle vitamine B12. Eh bien, cette vitamine B12, il se trouve que pour faire des composés organomercuriques, eh bien, les bactéries qui sont dans l'intestin, qui elles n'aiment pas trop l'oxygène, elles sont un peu quasi-anaérobies, eh bien, elles vont utiliser comme catalyseur cette méthylcobalamine, et qui va apporter la partie organique, c'est-à-dire une partie avec un atome de carbone. C'est un groupement qui vient du méthane, c'est l'hydrocarbure le plus simple, et ça s'appelle donc une méthylation, cette réaction. On va passer. Alors donc voilà, ces trois, pensez toujours à ces faibles concentrations, mais bioaccumulation, réactivité chimique sélective, ils ne vont pas toucher à l'oxygène, hein, ces métaux. Le soufre, réduit. Troisième, ils ne sont que néfastes. On y va. Voilà. Donc, simplement pour vous résumer un petit peu tout ça, quelles sont les cibles maintenant? Alors, quelles sont les cibles? Eh bien, vous avez différents types de cibles. Comme ils sont uniquement
dangereux pour l'organisme, on appelle ça des xénobiotiques. Xéno, ça veut dire étranger, bio à la vie, étranger à la vie, et en plus, ils sont toxiques, parce que tous les xénobiotiques ne sont pas toxiques. Et donc, comme ils sont étrangers à la vie cellulaire, il faut qu'on les vire. Donc, pour les virer, en général, ce sont des produits, pour un certain nombre, qui sont solubles dans l'eau, et donc, pour les éliminer de l'organisme, ils sont obligés de passer par le rein. Et donc, le passage du rein, des fois, il est difficile. Hein. Ça, c'est bien connu. Eh bien, ça va déclencher ce qui a été dit tout cet après-midi, que ça donnait des processus inflammatoires. Les processus inflammatoires au niveau des reins, ça s'appelle des néphrites. Comme les reins, si vous voulez, c'est un espèce de filtre, hein, qu'on appelle le glomérule, puis après une série de tuyaux, qu'on appelle les tubules. Ça va déclencher à chaque niveau des néphrites spécifiques et qui, malheureusement, vont être rapidement mortels, parce que si vous n'arrivez pas à éliminer le produit de dégradation de vos protéines, donc l'azote qui est dans ces protéines, qui donne de l'ammoniac, qui est un toxique redoutable, eh bien, qu'on est obligé de transformer en urée. Si vous bloquez cette élimination de l'urée, c'est le coma à tous les coups. Et autrefois, c'était malheureusement, souvent les intoxications se terminaient comme ça, par un blocage des reins. Hein, on parlait avec le plomb, les coliques de plomb, etc. Bien, ça, tous, ils sont capables de donner ce genre de choses, donc avec des nuances, hein, qui peuvent être simplement, par exemple, un mauvais contrôle de la pression dans nos vaisseaux. Hein. On va faire de l'hypertension artérielle ou quelquefois de l'hypotension. Donc ça non plus, à long terme, c'est pas bon, parce que après, c'est des troubles cardiovasculaires. Et puis, ça peut aller à des cancers des reins. Et en particulier, le fameux cadmium, là, que je vous disais, qui nous donne vraiment des soucis en ce moment, parce que il est beaucoup moins connu que les autres, mais il est une impureté apportée par les phosphates. Or, vous savez que les phosphates sont des engrais très, 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 très courants, et surtout pour les céréales, par exemple. Or, il se trouve que, surtout selon l'origine du pays, ces phosphates sont plus ou moins riches en cadmium. Et ce cadmium, eh bien, si c'est des champs de blé, vous allez retrouver ça dans la farine, dans le pain, dans les gâteaux, etc., etc. Et donc, on a, par exemple, en Europe, des apports en cadmium qui sont supérieurs à la dose qui est tolérable. Alors, personne ne veut dire ça, parce qu'on ne sait pas comment faire. Et vous savez, vous avez des pays comme, par exemple, le Maroc, qui est monté au créneau là tout récemment, parce que c'est un grand producteur de phosphate, le Sénégal, la Tunisie, etc. Et ça ne les arrange pas du tout qu'on diminue l'achat de ces phosphates. Donc vous voyez, il y a des problèmes qui malheureusement sont très très peu connus. Hein, si vous achetez Le Monde, il y avait hier un bon article, un très bon article dans Le Monde au sujet de ce cadmium que personne ne parle. Ça fait plus de 10 ans, je crois, que je raconte partout que oui, effectivement, le plomb, ça posait des problèmes, ça continue à en poser. Le mercure, alors lui, ça en pose encore plus maintenant, mais qu'il faut surtout se centrer sur le cadmium, parce qu'il a tous les défauts. C'est le seul des trois, là, le mousquetaire, qui amène vraiment des cancers chez l'homme. Cancer des reins, cancer des os, etc. De la prostate chez l'homme, vraisemblablement du sein chez la femme. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il est, comme les autres, des perturbateurs endocriniens puissants. C'est-à-dire qu'il va dérégler nos systèmes de communication hormonale. Et donc ça, c'est pas bon du tout. Hein. Il n'y a pas que le bisphénol A, hein. Tout le monde parle du bisphénol A, mais bon, ça a déclenché en France ces problèmes. Mais le vrai problème, j'ai eu pendant des années, je leur ai dit, regardez ces métaux traces toxiques, vous allez voir comme perturbateurs. Donc voilà, pour les reins.
deuxième cible extrêmement importante, quand ils y arrivent, hein, parce que le cadmium, par exemple, il y arrive difficilement, parce qu'il ne passe pas la barrière hémato-encéphalique qui protège notre cerveau. Mais par contre, il est capable de monter par le nerf olfactif qu'on a là, au bout du nez, vous savez, pour les parfums. Là. Et donc, il arrive quand même dans le cerveau. Et il a une petite neurotoxicité, mais qui n'est pas comparable à celle du plomb. Alors, tout le monde connaît, hein, surtout chez les jeunes enfants. Hein, il y a une relation claire et nette entre le QI et la contamination au plomb, par exemple, dans l'atmosphère, lorsqu'on mettait du plomb dans l'essence. Ça, c'est clair et net. Nous, on a mis 20 ans hein, avant de s'y mettre, par rapport aux Scandinaves. Donc ça, c'est quand même très, très, très embêtant. Hein, ça amène à long terme des maladies, soit des encéphalopathies, donc une inflammation, hein, soit des maladies neurodégénératives. Et on sait maintenant que même dès le début de la toute première enfance peut se déclencher des troubles neurodégénératifs hein, qui sont liés, surtout par exemple, c'est bien étudié en Californie, avec le mercure, avec l'autisme. Hein. Vous savez qu'il y a une explosion à l'heure actuelle de l'autisme, et entre autres, parce que ce n'est pas les seuls, il semblerait qu'en Californie, ça serait aussi le glyphosate là, de Monsanto qui fait des dégâts. Mais malgré tout, les autorités californiennes se bagarrent depuis très longtemps pour essayer de limiter au maximum les amalgames dentaires et surtout le mercure qui, à une époque, était dans les vaccins. C'est un produit qui s'appelle le thimerosal, qui est donc un antiseptique ultra puissant. C'est la même famille que le méthylmercure qui a décimé donc toute une population dans une baie du Japon qui s'appelle Minamata. Et du reste, pour essayer au niveau mondial maintenant de diminuer le taux de mercure, eh bien, on a commencé par essayer de diminuer l'utilisation dans l'industrie. C'est-à-dire que maintenant, l'industrie du chlore, par exemple, ne se fait plus avec des cathodes au mercure. La majorité des pays, à part un peu la France, a essayé de diminuer l'utilisation des amalgames dentaires. Avec ma collègue Marie Grossman, on s'est battu presque pendant 10 ans. Et enfin, l'année dernière, la France s'est alignée sur les autres pays européens. Nous étions le dernier à essayer de diminuer cette utilisation, surtout chez les femmes enceintes, hein, ce qui paraît évident, mais aussi chez les jeunes enfants, et aussi, mais paraît-il que ce n'était pas possible, chez les insuffisants rénaux. Un jour, j'ai interpellé quelqu'un qui était ministre, on était secrétaire d'État à la santé, et on avait été voir avec un collègue au sujet du plomb dans les canalisations, et je l'ai interpellé là-dessus. C'était notre ami Kouchner, et il m'a dit, mon pauvre vieux, si je dis qu'il faut ne pas faire d'amalgame dentaire pour les insuffisants rénaux, je me fais virer. Ça m'a donné une autre idée de la politique, ça. Voilà. Donc, vous savez, c'est quand même terrible. Hein. C'est pas parce que on connaît parfaitement les impacts des produits chimiques que politiquement ça suit. Hein. Il faut vraiment du temps. Et selon le pays, c'est vrai, les Scandinaves ils sont quand même plus rapides que nous. Malheureusement, on sait que ce mercure, pour revenir à lui, diminue. Hein, ça, c'est une caractéristique aussi de tous ces métaux traces toxiques, et on en a parlé longuement cet après-midi, affaiblit de façon très très importante le système immunitaire. Et donc, il se trouve il existe de façon tout à fait curieuse une antidote du mercure qu'on trouve dans nos organismes vivants. C'est le petit cousin du soufre qui s'appelle le sélénium.
Eh bien, ce sélénium rentre dans des enzymes, donc des catalyseurs extrêmement importants pour neutraliser donc, les toxiques qui se forment durant l'agression oxydante. C'est très très important. Il y a une enzyme qui s'appelle la glutathion peroxydase qui va neutraliser, il se forme un produit que connaissaient bien nos grands-mères dans les armoires de pharmacie qui s'appelait de l'eau oxygénée, mais alors ça a changé de nom maintenant, c'est peroxyde d'hydrogène, qui devient un toxique redoutable si il est en présence de fer, par exemple de traces de pions ferreux. Eh bien, c'est un des agents importants de l'agression oxydante. Eh bien, ce sélénium neutralise. Et il se trouve que dans la thyroïde, nous avons des enzymes qui permettent l'hormone thyroïdienne principale, qui s'appelle la thyroxine, et elle a 4 atomes de d'iode, et elle est peu active. Et donc on est obligé de lui retirer un atome d'iode. Et c'était des désiodiases. Non. C'était des enzymes à base de sélénium, et donc partout où ces métaux traces toxiques essayent d'agir, eh bien heureusement le sélénium contrebalance ces actions néfastes. Ça explique aussi pourquoi, par exemple, les Japonais ont très peu d'Alzheimer. Parce que, alors qu'ils consomment énormément, par exemple, de thon rouge, c'est le plus grand consommateur au monde de thon rouge, c'est parce que dans le thon rouge, il y a beaucoup de sélénium. Et donc, ça neutralise déjà, en partie, le cation méthylmercure. Vous avez d'autres poissons qui contiennent moins de sélénium, comme par exemple l'espadon, et ben, il va être beaucoup plus dangereux. Parce que, pas à cause de la quantité de mercure, mais c'est parce que l'antidote est moins abondante. Vous voyez, ce sont des notions extrêmement récentes et qui sont fondamentales. Parce qu'on ne comprenait pas pourquoi les Japonais... Alors, déjà, ils n'avaient pas, après l'affaire de Minamata, ils portaient très très peu d'amalgame dentaire. C'était déjà quelque chose, mais bon, on ne comprenait pas pourquoi. Là, c'est dû à ce sélénium. Dernière possibilité, c'est bien entendu tout ce qui va toucher maintenant la descendance. Et c'est ça vraiment, on change de dimension. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, ça touche les individus. Après, ça touche la descendance. Et là, c'est un autre problème. Et effectivement, ça donne beaucoup de soucis. Ces métaux traces toxiques. Hein. Bon, déjà, on connaissait l'affaire du plomb sur le QI des enfants, mais il y a tous les troubles du comportement. Il y a même des personnes qui ont fait des chercheurs qui ont fait des études aux États-Unis et qui montrent qu'il y aurait une certaine corrélation entre le taux de ces métaux traces toxiques, en particulier du mercure et du plomb, dans l'organisme et je ne sais pas comment on peut appeler ça, l'esprit un peu criminel, voyez, ou des dérèglements sociaux. Donc vous voyez, ça va extrêmement loin, ce problème des métaux traces toxiques. Et pour terminer, je vais terminer, là ça sera bien. Oh oui, allons-y. Pour terminer, par rapport donc à la maladie de Lyme, il est évident que on a vu que tous les affaiblissements de l'organisme allaient faire se proliférer des bactéries différentes, voire des virus, des parasites, etc. Et que ces métaux, comme d'autres produits chimiques, hein, je vous ai parlé d'un pesticide très dans la ligne de mire en ce moment, là, qui vient de chez Monsanto, hein, le Roundup. Il est évident qu'il y a un impact réel, mais à l'heure actuelle non étudié, ou peu étudié, on va dire, on ne va pas dire non étudié, peu étudié, et qu'il y a un champ énorme là, à développer sur l'impact que peut avoir et sur le comportement psychologique et sur des dégénérescences neuronales, et puis le développement de maladies comme Lyme
ou des troubles comme par exemple l'autisme. Tout ça, je pense, est extrêmement lié, et le point commun, eh bien, c'est le système immunitaire qui se trouve affaibli, qui ne peut pas faire son boulot. Merci.